autoritaire de On l'État dit le français. peuple, vous avez dit le peuple, le hebdomadaire Marianne a titré sur le peuple, on voit très souvent les banderoles des Gilets jaunes, il y a le peuple, enfin, bon, il n'y a pas une partie du peuple peut-être, mais il n'y a pas le peuple dans la rue, il n'y avait pas le peuple. Il y a les classes populaires en tout cas qu'on avait non mais il y a toute une partie du peuple qui est dans les banlieues, par exemple, on ne le voit pas tellement avec les Gilets jaunes, là c'est plutôt ce qu'on appelle la France périphérique, c'est plutôt la... Hein, Étienne Chouard ? Il n'y a pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont complètement en déni de représentation, ils ne sont pas représentés dans la politique, ils sont très nombreux, ils sont incroyablement maltraités et trahis littéralement par les acteurs politiques. On n'a pas besoin que tout le peuple soit réuni pour signaler un problème politique. Cette partie-là du peuple est extrêmement maltraitée. L'intégralité du peuple n'est pas représentée. Bon, il y a une partie qui souffre particulièrement, qui descend dans la rue et qui représente les autres. Je trouve qu'ils mettent en évidence un problème de représentation centrale dans la soi-disant démocratie, puisqu'on n'est évidemment pas en démocratie, dans une démocratie... On est dans une démocratie représentative. Oui, mais qui est un oxymore, qui est une escroquerie parlementaire. Je veux dire, dans une oligarchie. Le niveau d'exigence politique sur le mot démocratie monte. Nous parlons de plus en plus grâce à Internet, nous parlons de plus en plus et notre niveau d'exigence grandit. On ne se satisfait plus du mot démocratie représentative. Ça fait 200 ans qu'on se fait littéralement tromper, voler comme au coin du bois par les riches qui prennent tout le pouvoir grâce à l'élection. Donc tout le monde se méfie de l'élection du même coup. Et on s'aperçoit bien que pour changer les choses, il ne faut pas compter sur les élus. C'est pas les élus qui vont changer le système, c'est eux qui l'ont mis en place. Nous avons commis l'erreur il y a 200 ans de laisser instituer les règles de la représentation par les représentants. Hein. Sieyès était un élu, tous ceux qui ont mis en place, qui faisaient partie de la Constituante, étaient des élus. C'est une erreur majeure parce que les représentants sont en conflit d'intérêts. Ils ont un intérêt personnel à instituer leur puissance dans le processus constituant et instituer l'impuissance du peuple. C'est ça qui se passe depuis 200 ans. Pendant 200 ans, on s'en est pas rendu compte. Là, on commence à s'en apercevoir et donc on prend le mal à la racine et on se dit il faut qu'on écrive nous-mêmes les institutions. La représentation devrait être réglée par les représentés et pas par les représentants. Et c'est très étonnant, comme chez les Gilets jaunes. J'étais hier sur un péage, avant-hier sur un rond-point. C'est enthousiasmant. Ces gens-là ont un problème, un fichu problème de représentants, le même que tous les citoyens ont. Nous avons le même problème que eux ont, et ils sont en train de refuser, ils commencent par refuser la représentation tant que les règles de la représentation ne sont pas fixées. Ils ont du mal à la fixer parce que ils sont sur des ronds-points où il y a un bruit épouvantable. C'est difficile de parler sur un péage où tout le monde klaxonne. Et les klaxons de camions, ça fait un barouf du diable. Mais ils se mettent à l'écart pour y réfléchir. Et je pense que c'est exemplaire ce qu'ils sont en train de vivre. Il va falloir qu'ils partent d'une méfiance de la représentation. Je trouve ça très sain. Et il va falloir qu'ils règlent les problèmes de savoir comment on désigne nos représentants. Pour quel mandat? Comment on va les contrôler quand ils vont négocier? Est-ce qu'ils vont négocier pour prendre les décisions à notre place? Ou est-ce qu'ils vont préparer les décisions et nous les ramener pour que nous les votions? Donc c'est pas eux qui ont le pouvoir, c'est toujours nous qui l'avons, ils ne servent qu'à préparer les décisions. Et on va les contrôler avec les lives comme Facebook, on arrive à les suivre pendant leurs négociations pour voir s'ils nous représentent bien. Et comment on va pouvoir les révoquer quand on estime qu'ils nous ont pas bien représentés? Toutes ces règles-là, s'ils arrivent à les écrire sur des paperboards dans les salles où ils préparent le travail, puis ensuite sur le péage quand ils amènent leur paperboard en disant est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Quand ils vont établir les règles de la représentation, ils sont exemplaires. Ils font quelque chose que nous devrions tous faire. Nous avons abandonné depuis 200 ans cette réflexion constituante sur la qualité de la représentation, sur la définition des termes de la représentation. Les Gilets jaunes sont en train, je ne sais pas si vous avez vu, dans leurs revendications, il y a le référendum d'initiative populaire qui n'est pas un sujet législatif comme tous les autres, qui est un sujet constituant. Et je pense que dans la foulée de cette réflexion sur le processus constituant, ils vont dire mais il faut aussi qu'on réfléchisse sur les médias, sur le 4e, 5e pouvoir par rapport au législatif, exécutif, judiciaire. Il faut qu'on institue le pouvoir médiatique et bancaire. Mais
un référendum d'initiative populaire va avoir besoin d'une opinion éclairée. Donc on va avoir besoin de médias, je fais vite pour pas prendre trop la parole, donc je déparle, pardon, mais on va avoir besoin, pour que l'opinion soit bien éclairée, de médias qui soient indépendants, et donc il va falloir constitué aussi sur les médias. Je pense que ce processus qui a lieu et que je vois concrètement chez les gens très simples, hein, sur les ronds-points, surtout les péages, c'est très spectaculaire. Ça va déboucher sur une activité constituante. Et ça, je trouve ça inédit dans l'histoire des hommes. C'est les réseaux sociaux qui permettent de faire monter le niveau politique, d'exigence politique. Ça va très vite. Cette violence-là, sans parler de la violence qu'il a déclenchée. En fait, c'est comme si on condamnait quelqu'un qui est en train de se faire violer, de se débattre contre son violeur sans parler de la violence du violeur. Enfin, c'est complètement déconnant. Cette violence-là, elle est rien, elle est dérisoire par rapport à l'immense violence sociale qui est faite aux gens. Les gens qu'on rencontre à Saint-Clair-du-Rhône ou sur le péage de la Bouilladisse, dans les petits bleds là, c'est très très dur leur vie, c'est très très dur, c'est une violence quotidienne. C'est incroyable qu'ils soient pas plus violents que ça, puisque ils n'ont aucun exutoire, aucune façon d'intervenir dans le processus législatif qui devrait normalement leur permettre, démocratie, normalement ils devraient être capables d'intervenir dans le processus d'élaboration des lois. Rien, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ça, c'est descendre dans la rue en protestant. C'est nos institutions qui sont lamentables et c'est parce qu'elles ont été écrites par les riches, pour les riches, et ça marche, ça fonctionne depuis 200 ans. L'élection donne le pouvoir aux riches. À propos de riches, pratiquement sans exception. À propos de riches, ce serait bien quand même de faire le lien entre les institutions et cette violence, parce que si on remonte pas à la cause, on va rien régler. Des institutions qui donnent le pouvoir aux riches, qui leur permettent de se goinfrer sans qu'on puisse rien faire, sans qu'on puisse les arrêter. Et c'est ça qui nous pousse à la violence. Si vous aviez des institutions qui donnent le pouvoir de façon plus égalitaire entre les gens, par exemple avec du tirage au sort, vous auriez une meilleure représentation avec... Le tirage au sort, c'est comme à Athènes. Mais oui, bien sûr. On n'est pas élu, on est tiré au sort en tant que citoyen. Et tiré au sort est contrôlé comme le lait sur le feu. Hein. Quand les tirés au sort, ils n'étaient pas fous. Ils avaient peur de tirer au sort comme nous aurions peur. Et ils avaient ajouté des institutions complémentaires de contrôle et de reddition des comptes. Qui permettait d'avoir beaucoup moins peur du tirage au sort tel qu'il était institué que nous de l'élection, alors qu'on leur donne toutes les clés et après ça, on n'a aucun moyen de résister sans aucun contrôle. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne prend pas le problème à la racine en changeant les institutions qui organisent notre dépossession politique et le monopole du politique par les plus riches, parce que c'est eux qui ont les moyens d'aider un candidat à gagner les élections, parce que c'est ça qui est décisif, notre procédure, l'élection, le faux suffrage universel qui consiste à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis et qu'on peut aider. Mais si on peut les aider, c'est un enfant comprend que celui qui a les moyens d'aider, donc le plus riche, il va gagner l'élection. Mais c'est ça qui se passe depuis 200 ans. Depuis 200 ans, l'élection donne le pouvoir aux riches parce que les riches ont les moyens d'aider un candidat. Alors que pendant 200 ans à Athènes, les tirés au sort, c'était les pauvres. Alors pas les pauvres, les esclaves qui étaient à l'écart. Parmi les citoyens, c'était les citoyens les plus pauvres qui dirigeaient. C'est normal parce que c'était les plus nombreux. Donc mais oui, le tirage au sort, et qui n'en ont pas profité pour dépouiller les riches. Hein. Il n'y avait que les riches qui payaient l'impôt. Hein. Les pauvres ne payaient pas d'impôt. Hein. À Athènes, il n'y a que les riches qui payaient l'impôt, mais on ne les dépossédait pas. Si vous voulez, la puissance, les gens qui avaient la puissance économique à Athènes n'avaient pas aussi la puissance politique. C'était désynchronisé grâce au tirage au sort. Le tirage au sort faisait que les plus riches n'étaient pas en même temps les plus puissants politiquement. L'élection depuis 200 ans a comme raccroché le pouvoir politique et le pouvoir économique, et ce sont les plus puissants économiques qui sont devenus aussi les plus riches politiquement, qui sont devenus les plus puissants, et qui se sont mis à écrire des lois pour eux, et ça a donné le capitalisme. Mais c'est pas du tout une fatalité, c'est très court dans l'histoire des hommes qui s'est passé. Les Garnier, et puis sans qu'on résiste à... Parce que déjà, sur des campagnes présidentielles, vous avez en France une limitation des budgets de campagne qui fait qu'on n'a pas besoin d'être ultra riche pour faire une campagne. Et par ailleurs, sur le tirage au sort, pour avoir vécu ça dans les conseils de quartier, qui sont quand même notre démocratie participative ou comme vous voulez,
Moi, j'ai été membre de conseil de quartier pendant plusieurs années. Je peux vous dire que les tirés au sort, ils ne viennent jamais. Mais ils viennent jamais parce que leur avis. Je ne suis pas persuadée. Enfin, j'ai du mal à y croire. Alors après, c'est purement empirique, mais j'ai du mal à croire que ça fonctionnerait. Mais Nelly, on n'attrape pas les mouches. Mais voilà, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Comment voulez-vous faire venir à des réunions des gens qui savent très bien que leurs décisions vont être consultatives, qu'elles ne vont pas être impératives. Par contre, quand vous montrez que la décision va être suivie des faits, comme par exemple, comme on l'a cru en 2005, on pensait que le référendum allait être appliqué, quand même, ça nous a mobilisés incroyablement. Vous avez des gens qui n'avaient jamais fait de politique, mais par centaines de milliers qui se sont mis à faire de la politique parce qu'il y avait institutionnellement une possibilité de changer les choses. C'est votre cas d'ailleurs. Oui, bien sûr, voilà, mais j'étais pas tout, on était des milliers. Si vous voulez, nos institutions, elles nous enferment, elles nous infantilisent, elles nous ferment toutes les portes et les fenêtres pour faire quelque chose. Donc elles nous déresponsabilisent, elles nous désapprennent à faire de la politique. Une fois qu'on a élu, on a abdiqué sa souveraineté, c'est un autre qui va voter. En fait, à l'école, on nous conduit à confondre élire et voter. On dit élire, voter, c'est pareil, l'élection, c'est la démocratie, mais pas du tout. L'élection, c'est l'abdication. On renonce à voter, c'est un autre qui votera à notre place. La démocratie, ça devrait être, c'est nous qui votons nos lois. La démocratie, c'est voter. Mais voter les lois, pas élire des maîtres. Et ça peut se discuter. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas en charge, mais vous, moi, tous les représentés, tous les citoyens, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en charge le processus constituant? Ça changerait tout. Et on éviterait toutes ces violences. Parce que si vous mettez en place un exutoire, enfin, c'est plus qu'un exutoire, c'est une courroie de transmission institutionnelle qui permet aux gens d'écrire les lois dont ils ont besoin. Il n'y a plus besoin d'aller dans la rue et de tout casser. Vous allez pacifier la société. C'est pas normal que ce soit les élus qui discutent de la Constitution. C'est les seuls qui devraient être à l'écart de la Constitution. Les ministres, tous les professionnels de la politique ils ont un intérêt personnel dans le processus constituant à écrire leur puissance. Donc c'est très dangereux de les laisser écrire la Constitution. Donc les professionnels de la politique, donc les élus, les ministres, et même les juges, devraient être tenus à l'écart du processus constituant. Et c'est les autres qui devraient l'écrire. Alors quand on les voit en train de modifier la Constitution, mais c'est comme un joueur de poker qui changerait les règles tout seul. Enfin, il faudrait déprofessionnaliser la politique. Moi, ce que j'observe dans les péages, par exemple à Saint-Clair-du-Rhône, c'est une mutation. Ils font des ateliers constituants. Et ça, je trouve que c'est révolutionnaire. C'est même évolutionnaire, parce que révolution, on revient au point de départ. Là, il y a une modification structurelle de l'exigence de la base qui me donne plein d'espoir. Je vois quelque chose sur quoi je travaille depuis plus de 10 ans et qui se passe. Je ne pensais pas voir ça de mon vivant. C'est absolument enthousiasmant de voir les gens prendre leurs problèmes à la racine, meurtris par des problèmes superficiels, mais très douloureux. Trop d'impôts, pas assez de salaires, les services publics qui disparaissent. Donc, jetés dans la rue par cette souffrance au niveau législatif, par des décisions législatives scandaleuses, ils arrivent déjà, au bout d'une semaine, 15 jours de mouvement, ils arrivent à se hisser au niveau constituant, c'est-à-dire au niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont repéré la cause de leur souffrance, qui est leur impuissance politique, et ils sont déjà en train de s'occuper de la cause de leurs problèmes. Je ne vois pas de meilleure façon de régler le problème que d'être radical, c'est-à-dire de prendre le problème à la racine. Et je souhaite que ça continue. C'est-à-dire qu'ils se jettent pas à Paris pour se friter avec les CRS. Encore que c'est bien de garder la pression un peu. Il y a une espèce de complémentarité des luttes entre la violence et la non-violence. Mais c'est l'aspect non-violent constituant, c'est-à-dire prenant le mal à la racine, qui me paraît le plus prometteur et qu'il faudrait protéger et répandre d'un rond-point à l'autre, d'un péage à l'autre.